Bienvenue sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir intégrateur du corps cellulaire du neurone postsynaptique. Vous voyez, donc dans le cours passé, nous avions vu les synapses et aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir intégrateur du corps cellulaire du neurone postsynaptique. C'est un cours qui intéresse les élèves de la classe de terminale S1 et S2. Alors, puisque dans le cours passé, nous avions vu qu'il y avait deux types de synapses, aujourd'hui, nous allons continuer en réalisant ce schéma-là d'abord. Alors, vous voyez, nous avons dit que dans le cours passé, nous avions dit qu'il y avait deux catégories de synapses. Il y avait une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice. Nous allons continuer sur cette logique-là, sur cette lancée-là. Ici, nous avons trois neurones qui réalisent deux synapses. Vous avez ici le neurone postsynaptique. On va l'appeler NC, neurone C. C'est comme ça que nous l'avions appelé. Celui-là, on va l'appeler neurone NB. Et celui-là, on va l'appeler NA. Donc, pour notre raisonnement, nous allons, pour faciliter la compréhension des élèves, nous allons introduire ici deux microélectrodes. Une microélectrode R1 reliée à un oscilloscope O1, dont l'autre microélectrode est une microélectrode de référence. Vous voyez? Et à ce niveau-là, nous allons introduire une deuxième microélectrode R2 associée à un oscilloscope O2, dont également l'autre électrode est une électrode de référence. En gros, voici la présentation de notre montage, le dispositif de notre montage. Nous avons ici un neurone NA qui fait une synapse avec un neurone NC. C'est une synapse excitatrice. NA, la synapse formée par le neurone NA-NC est une synapse excitatrice. Nous avons ici un neurone NB qui fait synapse aussi avec un neurone NC. Cette fois-ci, puisque nous avons supposé que NB est un neurone inhibiteur, ici ce sera une synapse inhibitrice. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons porter une stimulation, d'abord isolée et efficace au niveau de NA. Donc, nous aurons ici SA, stimulation du neurone NA. Donc, quand on stimule NA, on va enregistrer un potentiel. On va enregistrer un phénomène électrique au niveau du corps cellulaire du neurone NC. Voici ce que nous allons enregistrer déjà sous R1 relié à O1. Lorsqu'on stimule NA, nous allons enregistrer ici un phénomène électrique. Là, vous avez l'axe temps en millisecondes. Vous avez ici la DDP en millivolts. Et vous avez des références ici. Vous avez d'abord moins 70 millivolts. Ensuite, vous avez moins 60 millivolts. Vous avez moins 50 millivolts qui représente la valeur, qui représente le seuil de dépolarisation. Vous voyez. Donc, observez bien ce qu'on va enregistrer. Ici, on enregistre ça sous O1. Sous O1, on va enregistrer ça. Et sous O2, on va encore mettre ici en évidence ce qu'on va enregistrer. Là également, on met moins 50 millivolts, moins 70 millivolts, moins 50, moins 70, moins 60. Alors, chers élèves, on va stimuler NA. La stimulation de NA va provoquer ici, puisque NA est un neurone excitateur, ça va provoquer une dépolarisation, on va dire. Une dépolarisation. Alors, deux cas sont possibles. Vous pouvez enregistrer une dépolarisation d'une amplitude n'atteignant pas le seuil de stimulation du neurone qui est là. Dans ce cas, observez bien ce qui va se passer. Cette dépolarisation qu'on appelle PPSE
Ce PPSE-là, il va se propager le long du corps cellulaire et il va se propager après avoir terminé de se propager sur le corps cellulaire. Il viendra au niveau du cône axonique et va continuer sa progression en stimulant en réalité, en se propageant le long de la fibre nerveuse. Mais là, c'est une condition, c'est sous condition. Dans le cas où la DDP n'atteint pas le seuil de dépolarisation, lorsque vous enregistrez une DDP comme ça au niveau de O1, arrivé au niveau du cône axonique, qu'est-ce qui va se passer? Il sera incapable de provoquer la naissance d'un potentiel d'action. Dans ce premier cas de figure, arrivé au niveau du cône axonique qui est là, le cône axonique, avant de se propager sur le reste de la fibre nerveuse, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre son amplitude, de sorte que vous allez enregistrer dans ce cas-là un potentiel de repos. Donc, vous allez dans ce cas enregistrer un potentiel de repos sous O2. Je répète, vous stimulez NA, vous enregistrez un PPSE sous forme d'une dépolarisation, mais lorsque la dépolarisation n'atteint pas le seuil de stimulation ici à ce niveau-là, vous n'allez pas enregistrer un potentiel d'action à partir du cône axonique sur la fibre nerveuse, sur l'axone. Mais vous allez enregistrer quoi? Un potentiel de repos. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, nous allons dans le deuxième cas. Dans le cas où, cette fois-ci, la stimulation est suffisamment importante à tel point que vous enregistrez une dépolarisation. Regardez bien ce qui va se passer. Pour le deuxième cas-là, vous enregistrez un potentiel d'action qui dépasse le seuil de dépolarisation de la membrane plasmique. Vous voyez, on a dépassé le seuil de moins 50 mV dans ce cas-là. Et quand vous dépassez le seuil de 50 mV, lorsque cette dépolarisation se propage le long du corps cellulaire, après avoir fini de se transmettre le long du corps cellulaire et arriver au niveau du cône axonique, il va provoquer ici, chers élèves, l'ouverture des canaux voltage dépendant à NA+. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? On va enregistrer un potentiel d'action ici qui va se propager le long de la fibre nerveuse jusqu'à arriver en O2, jusqu'à arriver au point où on a introduit R2. Et là, vous allez enregistrer, chers élèves, un potentiel d'action. Cette fois-ci, vous n'allez plus enregistrer ici, chers élèves, un potentiel de repos, mais cette fois-ci, vous allez enregistrer un potentiel d'action. Alors, il faudra veiller à faire un léger décalage entre là où vous avez enregistré le PPSE et là où vous voulez mettre votre potentiel d'action. Si vous mettez le potentiel d'action ici, le correcteur peut barrer. Si vous le mettez ici également, il faut décaler légèrement. Donc, on va enregistrer ici un potentiel d'action. Alors, le potentiel d'action que vous allez enregistrer ici est à ce niveau-là. Vous voyez, donc on va mettre ici plus 30 millivolts pour indiquer, en réalité, pour indiquer l'amplitude maximale du pic du potentiel d'action. Donc, c'est le cas là que vous avez à ce niveau-là. Vous voyez, là, c'est dans le cas où vous avez un neurone excitateur qui fait synapse avec un corps cellulaire d'un motoneurone ou bien d'un neurone, en réalité, on va dire post-synaptique. Je répète le raisonnement, je stimule ici. Premier cas, j'enregistre une dépolarisation qui n'atteint pas le seuil, comme c'est le cas là. Dans ce cas, je ne vais pas enregistrer un potentiel d'action sous R2, mais je vais enregistrer un potentiel de repos. Parce que cette dépolarisation, elle obéit les mêmes propriétés que le potentiel de récepteur, c'est-à-dire qu'il est décrémentiel. En se propageant le long du nerf, il va perdre son amplitude. Voilà pourquoi vous allez enregistrer un potentiel de repos ici. Premier cas. Deuxième cas, vous stimulez NA, vous enregistrez toujours une dépolarisation au niveau sous R2 qui est enfoncé dans le corps cellulaire. Mais ici, la particularité de cette dépolarisation locale est qu'elle a dépassé le seuil de moins 50 mV. Dans ce cas, il sera en mesure de se propager jusqu'au niveau du cône axonique. Arrivé à ce niveau-là, il va provoquer la naissance d'un potentiel d'action qui peut se propager le long de la fibre nerveuse. C'est bon. Troisième cas maintenant, nous sommes dans le cas là, dans le cas où maintenant nous allons stimuler NB. Nous allons porter une stimulation sous NB, qu'on va appeler SB. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer?
Si vous stimulez SB, vous allez enregistrer toujours sous R1 qui est enfoncé dans le corps cellulaire. Vous allez enregistrer cette fois-ci, puisque nous avons dit que le neurone NB est un neurone inhibiteur. Cette fois-ci, vous allez enregistrer un phénomène électrique sous forme d'une hyperpolarisation. Vous voyez, donc vous avez ici encore moins 50 mV qui est là, le seuil de dépolarisation. Vous avez moins 70 mV. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous enregistrez, vous avez aussi moins 75 ici qui est là, moins 75 mV. Donc, si vous stimulez, vous allez enregistrer ici une hyperpolarisation. Donc, l'amplitude de l'hyperpolarisation dépend de la quantité du neurotransmetteur qui va être déversé dans la fente synaptique, qui est elle également proportionnelle en réalité à la fréquence des potentiels d'action qui arrivent à ce niveau-là. Donc, vous enregistrez une hyperpolarisation qu'on va appeler potentiel postsynaptique inhibiteur. Vous voyez, ce potentiel postsynaptique inhibiteur, il ne peut pas se propager. Voilà pourquoi, arrivé au niveau de R2, cette fois-ci qui est relié à O2, lorsqu'il arrive à ce niveau-là, vous allez encore enregistrer un potentiel de repos. Je répète, vous stimulez SP, vous enregistrez sous R1 qui est dans le corps cellulaire une dépolarisation, une hyperpolarisation qu'on appelle PPSI qui est incapable de se propager. Voilà pourquoi sous R2 vous allez enregistrer un potentiel de repos. C'est bon? Un potentiel de repos. Ok. Troisième, quatrième cas.